Bonsoir, bonjour à tous. Voilà le retour du live, du direct électroculture. Je peux vous dire, j'ai rien préparé, hein, ou quasiment rien, on va dire, hein, mais voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je me suis beaucoup occupé dehors, hein, à l'extérieur aujourd'hui. C'est le printemps. Ah ben, ça me fait plaisir. Je vois que vous arrivez tous là. Bah, bonsoir Eric, bonsoir Richard. C'est un peu plus tard, beaucoup plus tard que prévu parce que ouais, j'ai eu de la visite et ça a décalé la vie de famille. On a mangé plus tard, etc., etc. Donc du coup, ben voilà. Maintenant, tous les enfants sont au lit, c'est calme, donc on peut faire le live, le direct. Alors, bonsoir Noguera, bonsoir Alassane, bonsoir Pascal. Ah ben ça fait plaisir de vous retrouver. Bah, pendant que, oui, le live dernier, il y avait des problèmes de connexion et Internet, peut-être censure, on ne sait pas, mais je pense que c'était plutôt des problèmes d'ordinateur et de connexion, principalement. Hein, donc maintenant, normalement, ça devrait aller. Hein, voilà. Ah, bonsoir Gisèle. Donc je pense comme il est tard, on sera un petit groupe. Ouais, bonsoir Pascal. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, Pascal, la censure sur Facebook est vraiment grandie de façon exponentielle. C'est impressionnant. Ah, bonsoir Andrea. Bonsoir Béatrice. Bah, pendant que je suis, voilà, pendant qu'on attend un peu que tout le monde se connecte, euh, ouais, je dirais continuez. N'oubliez pas de prendre des photos de ce que vous observez dans vos jardins, dans vos pots, dans les jardinières, dans vos cultures. Ce que vous faites, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Prendre une photo, c'est clic, clic et c'est fait. Et après, le soir, vous l'envoyez sur le groupe Facebook ou dans mon email ou SMS ou WhatsApp. Et comme ça, on peut partager nos expériences avec une petite phrase, hein, pour savoir de quoi il s'agit. Et comme ça, on peut partager nos observations, nos résultats. Hein. Maintenant, si vous faites une mise en place d'un nouvel essai, là, il faut pas forcément. Vous prenez des photos, mais vous les gardez bien de côté. Ça sert à rien de diffuser nos essais. On sait tous, les nouveaux moins, mais montrer des photos d'essais sans résultat, c'est moins intéressant. Il vaut mieux qu'on se concentre à montrer que des photos où on a des résultats. Hein, donc après qu'on a commencé à faire pousser les plantes, on va dire, hein, ou les semis, ou la germination. Et comme ça, on voit quelque chose et c'est intéressant. Parce que faire des essais, on peut faire 1000 essais, dont 900 qui fonctionnent pas et 100 qui fonctionnent. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui fonctionnent. C'est ceux où on voit des résultats. C'est pas de montrer un millième plante avec un Circulakovsky. On connaît tout ça. Hein, bien qu'il y a beaucoup des nouveaux qui se joignent au groupe et qui découvrent et qui ont besoin d'apprendre et qui ont besoin qu'on explique, c'est tout à fait normal aussi. Hein, mais on peut expliquer avec des photos, avec des résultats tout de suite. Hein, donc c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc je voulais juste dire ça parce que sur le groupe, ne le prenez pas mal, mais quand vous publiez bah, juste une mise en place d'un essai et que vous voulez publier ça, ben, en général, je ne l'approuve pas. Hein, j'efface pour ne pas encombrer le groupe de posts de photos qui ne, sans information, on va dire. Hein. Donc, je publie en prioritaire ou j'approuve en prioritaire comme administrateur de ce groupe tout ce qui est bah, témoignage. Voilà. Hein, et tout ce qui est question, hein, ça aussi, c'est naturellement très bien de poser des questions, mais poser les questions dans les commentaires en dessous des posts. Hein, parce que
Si on mobilise des postes juste pour une question, le problème, c'est qu'alors on est vite encombré de toujours les mêmes questions qui reviennent. Et c'est normal, hein, pour la personne qui découvre, ben, il repose la même question. C'est normal, mais le problème, c'est que ça encombre vite tout le groupe et alors ben, on apprend moins. Je trouve que c'est plus intéressant de voir les témoignages et des informations riches. Et donc les questions, je dirais, comme j'avais déjà dit, on fera, j'approuverai de temps en temps une question, et comme ça, après, profitez-en de mettre en dessous dans les commentaires d'autres questions qui vous viennent, et on tentera dans la communauté de répondre. Hein. Vous pouvez poser les questions, et vous voyez aussi bah, qui est là, et vous pouvez aussi vous poser des questions entre vous en message privé aussi, en message public. Voilà. Donc, ben ça donne une idée. Tiens, on pourrait aussi faire un groupe de messagerie. Ça se développe de plus en plus sur Facebook, hein, un groupe messagerie où on peut aussi partager, se questionner. C'est un peu plus privé, un peu moins privé, c'est très relatif sur Facebook, il n'y a pas de privé, mais c'est un peu plus, ça peut être intéressant peut-être si ça vous dit, hein, on peut créer ça. Euh, ben voilà, voilà. Ben donc là on est un petit groupe. Donc qui est encore là? Nicole. Ah bon, bonsoir Nicole, Albé, Michael, Pascal. Ah Michael, tu disais. Ah non, ouais, Michael, tu habites dans le sud. Il paraît qu'il pleut, c'est vrai ça? Il pleut dans le sud en ce moment ou il y a eu des averses? Ça m'intéresse de savoir. Hein. Bonsoir Yann, bonsoir Kinov. Bonsoir Mertens. Voilà, voilà. Donc là, dans les nouvelles, le 10 mai, attendez que je regarde. Ouais. Donc le 10 mai, le soir, je fais une conférence avec une association de Bordeaux. Et ce sera une petite conférence, on va dire, d'introduction à l'électroculture. Je vais l'annoncer sur le groupe et la page bientôt. Donc ce sera une conférence avec le système Zoom sur Internet, hein, donc c'est très intéressant en français, une petite conférence d'introduction. Et le 25 avril en français, le 2 mai en italien, le 9 mai en anglais, je fais une conférence avec Andrea. Donc Andrea Donnoli d'Italie, hein, qui est là aussi. Hein, bonsoir Andrea. A préparé toute une présentation d'électroculture autour de Justin Christoflo, hein, autour du thème de Justin Christoflo, hein, donc un des pionniers, c'est vraiment la référence pour nous de l'électroculture. Et donc Andrea a fait un sacré boulot là de préparer une présentation autour de Justin Christoflo qu'on va présenter ensemble donc, comme je disais, ce sera prévu pour le 25 avril, le 2 mai et le 9 mai. Donc, ce serait 3 heures environ, 1 heure et demie le matin et 1 heure et demie dans l'après-midi. Hein, donc, ce serait, il y a déjà eu une annonce sur le groupe. On va refaire l'annonce. C'est une première, hein, c'est un test. Hein, on fait sur Zoom, avec Zoom. Donc, vous aurez le lien pour aller dessus. Maintenant, on va dire que c'est pour remplacer les stages. Hein, on va dire, on a réfléchi à ça. Donc, Andrea, on a déjà fait plusieurs en Italie comme ça par Zoom. À cause du confinement, comme vous savez, on a dû annuler tous les stages du printemps. D'habitude, ils sont remplis. Et là, malheureusement, à cause de ce bordel politique, parce que la maladie, oui, elle est là, mais euh, euh, c'est plutôt un bordel politique, hein, parce qu'il y a des pays
où ils font pas de confinement, où il n'y a pas forcément plus de morts, hein, ou moins de morts, et d'autres où il y a du confinement, où ils bousillent toute l'économie, et donc, ben, à cause de ça, ben, on doit trouver d'autres systèmes. Et donc, il y a toujours des points positifs à toute crise, hein, et là, ben, ça permet de nous organiser aussi par les réseaux sociaux, par la communication, par les téléphones, par les emails, par Internet, et ça permet aussi à tous de plus mobiliser notre temps à faire le jardin, le potager et à faire nos expériences aussi, hein. Donc, je pense que ça va aider énormément aussi l'électroculture dans le sens qu'il y aura encore beaucoup plus de témoignages et de résultats d'expérience, hein. Voilà, santé, hein, santé, un bon petit rouge français, j'espère, hein, qui a en tout cas été pyramidisé, hein, parce que j'ai mis la pyramide dessus. Ah, les électrocultivateurs passionnés comme nous, on fait des expériences tous les jours, hein. Voilà, sauter encore un petit chou. Ouais. Euh, donc où est-ce qu'on en était? Oui, avec Andrea, donc on va faire une présentation. On a décidé d'un prix qui serait 30 euros. Après, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, difficile à dire. C'est une première, c'est un test, on verra, hein. Donc, la première présentation est 30 euros. Euh, pour ceux qui connaissent déjà beaucoup l'électroculture, ben, ils vont aussi apprendre du neuf, hein. Je vous dis, Andrea a fait vraiment tout un travail de détective privé, je dirais, hein. Il a trouvé des informations. Même moi, j'ai appris des choses, hein. Même moi, j'ai découvert des nouvelles choses là dans la recherche de Andrea. C'est vraiment passionnant. Euh, et donc, honnêtement, 30 euros, enfin, on pensait même au début, même 10, 20, 30 euros, on ne savait pas trop, mais il y a quand même un peu des frais aussi, même si ça n'a pas l'air, et c'est un petit public en général, hein. Donc, c'est quand même du travail. Et si vous allez appliquer ce que vous apprenez dans vos jardins ou autour de chez vous ou dans vos cultures, les 30 euros sont largement remboursés avec quelques kilos de pommes de terre ou d'asperges, hein, en plus, hein. Ou de tomates ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment rien du tout, hein. Et maintenant, si jamais il y en a qui ont des difficultés, n'hésitez pas, vous nous le dites. Ceux, vraiment les électrocultivateurs du réseau, du noyau dur, qui, euh, euh, avec lesquels on travaille, naturellement, eux peuvent avoir la présentation beaucoup moins chère. Après la présentation, on va la diffuser probablement par extrait gratuit. On ne sait pas encore trop, on verra. Mais c'est une première. Après, normalement, il y en a d'autres qui vont suivre, hein. Mais un grand merci déjà à Andrea pour tout ce travail qu'il a fait parce que vous verrez, on va apprendre beaucoup de nouvelles choses qui vont nous permettre de progresser. Voilà, voilà. Hein, donc ce sera en français, en italien et en anglais, hein. Donc on le prépare la première en français, après en italien. Ah, donc en italien, naturellement, ce sera Andrea qui parlera plus, et en anglais aussi, hein. Donc il y a de plus en plus de demandes d'anglophones, et donc du coup, on a aussi décidé de faire en anglais. Ouais. Donc voilà, voilà. Ben, ça me fait plaisir d'être de retour là. Comme vous savez, j'ai été très malade pendant bien un mois, et même plus même. Euh, là, je suis quasiment guéri. Je tousse encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Euh,
Voilà, voilà. Donc la maladie existe quand même, hein, mais d'où ça vient, ça c'est encore toute une autre question. En tout cas, là, on va vers, à cause de tout ça, pas que ça, hein, mais on savait déjà qu'il y allait avoir un jour une grosse crise économique. Ça, on le sait déjà depuis 20 ans. Hein. Moi, ça fait depuis 20 ans que je discute de ça, même 25 ans, depuis mes 15 ans. Non, pas mes 15 ans, depuis mes 18 ans que je discute de ça entre étudiants, amis, qu'on va vers un crash économique. Et là, on est en plein dedans maintenant. Hein. Donc là, on parle de qu'une entreprise sur deux risque de carrément fermer. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe. Euh, donc ça veut dire aussi des gros problèmes agricoles, des gros problèmes alimentaires dans le sens de pénurie, de risque de pénurie alimentaire. Et donc c'est pour ça que j'en parle ici dans le groupe Électroculture, c'est que il y a un article, par exemple, qui est paru, je ne sais plus dans quel journal, mais ils en parlent régulièrement maintenant, hein, par exemple, 2500 maraîchers dans le Vaucluse, le département du Vaucluse, chercheraient, ne trouvent pas, parce qu'ils n'ont pas accès à cause du confinement, 30 000 saisonniers. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont besoin de récolter pour vendre et pour payer leurs charges, pour arrêter la casse, ils récoltent même plus rien du tout. Certains, ils ferment carrément boutique ou ils suspendent la boutique dans le sens que ils arrêtent les productions, ils ne récoltent plus pour limiter les charges au minimum limiter au maximum pour qu'il y ait un minimum de charge pour survivre eux. Mais ça fait survivre personne, juste eux peut-être, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ces gros producteurs, ou ces moyens gros producteurs qui ne vendent pas en direct, mais qui vendaient que en gros, qui avaient besoin de beaucoup de personnel, c'est quand même eux qui fournissent peut-être, je sais pas moi, 70, 80, 90% de la nourriture, des légumes. Euh, donc, comme il y en a beaucoup là qui ferment, euh, ça va faire, donc ça fait un gros approvisionnement des supermarchés, des circuits de distribution de nourriture qui tombent d'un coup comme ça va faire quoi? Ça va faire monter les prix, ça c'est sûr. Il y a des légumes qui étaient très courants avant qui vont devenir beaucoup plus rares et qui vont devenir beaucoup plus chers. Et si maintenant l'État décide de limiter les prix, parce que beaucoup de gens ils vont dire ah ouais mais c'est un scandale tel prix pour un kilo de tomates ou un kilo de pommes de terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le producteur lui il a des charges qui explosent, des coûts qui explosent. S'il peut pas vendre plus cher, ou je parle pas que les supermarchés et tout, eux, ils sont en Grèce, ils en profitent aussi. Ça, c'est une autre histoire. Mais les producteurs, si eux, ils peuvent pas vendre plus cher, ils vont plier boutique parce qu'ils ont leur charge. Hein, s'ils veulent faire comme dans des pays communistes où ils bloquent les prix, les producteurs ne vont plus travailler non plus. Ils vont arrêter, et donc du coup, on va se retrouver avec des supermarchés comme au Venezuela ou dans l'ex-Union soviétique, à moitié vides, avec par exemple arrivage de pommes de terre jeudi à 9 heures du matin et à 9h15, il n'y a plus rien. Voilà. Parce que vous aurez alors un kilo de pommes de terre à 2 euros le kilo ou 1 euro le kilo, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le problème de ce, de ce, de cet esprit de socialisme, de communisme et de fascisme. C'est vraiment très grave, hein, mais ça pollue. Et comme par l'éducation,
Depuis 2 siècles, on est pollué par ça. Plein de gens, ils trouvent ça bien. Ils trouvent ça super bien. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'avec cet esprit-là, ils vont aller carrément dans le mur. C'est un suicide collectif, hein. Voilà. Donc là, c'est très important maintenant de réfléchir autonomie, de prendre par exemple la nature comme exemple, hein. Donc tous ces mouvements de permaculture, de tout ça, euh, euh, ça c'est très bien, c'est très intéressant. Il faut réinventer notre monde d'une certaine façon, hein. Et donc, par rapport aux pénuries, si vous avez du gazon, si vous avez n'importe quoi, transformez-le en potager, en jardin potager, en petit paradis de diversité. Plantez beaucoup, je dirais, des légumes racines. Pourquoi? Bah, déjà pour la conservation pour l'hiver, hein, parce que c'est ça le problème dans nos contrées, dans notre climat. Ben, on ne peut pas cultiver toute l'année ou difficilement, et donc il faut produire 2 fois plus en été pour avoir de la nourriture aussi pour en hiver. Et donc les légumes racines sont pour ça idéal. Mais tout ça, ça se sème, ça se plante maintenant, hein, dans cette période-là. Et naturellement, l'électroculture là-dedans est vraiment un grand plus parce que ça permet facilement de doubler, tripler, quintupler certaines récoltes. Ça veut dire que pour le même travail que vous allez faire dans votre potager ou un agriculteur dans ses cultures, ben vous allez facilement augmenter vos récoltes, on va dire facilement 10, 20, 30%, ça c'est vraiment très facile, et peut-être même doubler, tripler. Moi j'ai déjà vu des cas, par exemple des cultures des carottes qui ont plus que quintuplé, hein. Par exemple chez un maraîcher, c'était à Cromière, c'était chez Alain Panlou, il a eu des résultats exceptionnels. Ça c'était à partir de 2009-2010 que j'avais commencé à installer de l'électroculture chez lui. Hein, donc, c'est pour dire, par exemple, la rhubarbe aussi, facilement, vous doublez, triplez la production sur un pied de rhubarbe, hein, ou dans un champ de rhubarbe. Donc, c'est vraiment l'électroculture, c'est vraiment un grand plus dans ces temps de crise, hein. C'est pas pour rien que Justin Christophe Law a développé l'électroculture, ben juste après la guerre, c'était en 1919. Il y a quand même des histoires qui se répètent, parce que après la guerre, là, 1918, il y a eu quoi? La grippe espagnole, et il y a eu Christophe Law il y a eu les problèmes agricoles et de pénurie alimentaire aussi, et Christophe Law qui vient avec des techniques pour booster la croissance et éviter tout ce qui est engrais chimiques et autres, parce que ça commençait déjà. Bah, là, on est un peu, il y a une histoire, une certaine résonance, je dirais, entre ce qui se passe aujourd'hui avec cette épidémie ou cette grosse crise financière, économique et aussi les guerres qui grondent, hein, mais en fonction des pays et en fonction des lieux où on habite dans le monde, hein. On voit qu'il y a une certaine résonance, hein, ça c'est sûr, hein. Donc là, moi je dirais, regardez dans vos rues par exemple, vous avez votre potager ou vous êtes agriculteur, vous faites vos cultures, mais pour ceux qui ont un potager, regardez sur 10 habitants, sur 10 maisons, combien font un potager? Il n'y en a plus beaucoup, hein. En général, par exemple, moi j'habite dans un petit hameau en pleine campagne, hein. Vraiment, c'est pas le terrain qui manque. Tout le monde a un jardin, on va dire, ou du gazon. Mais il y en a sur 9 habitations. Dans mon hameau, il y en a, il y a moi qui fais le potager. Et voilà, il y en a 3. Ouais, on va dire qu'il y en a 3, peut-être 4. Hein, 4, mais pas toujours. Voilà, il y en a, sur 9, il y en a 3 qui font le potager. Ah, vraiment un potager digne de ce nom, avec vraiment des légumes, un peu des arbres fruitiers, hein.
Je parle pas de celui qui a juste un petit carré surélevé d'1 mètre carré, hein, non. Je parle de celui qui fait, je sais pas moi, 100, 200, 300 mètres carrés de potager, hein. Euh, et déjà ici, c'est vu comme beaucoup de potagers. Dans le... Mais ça nourrit pas tout le hameau, hein. Ça, c'est même pas assez pour nourrir tout le hameau. Vous voyez? Ça permet juste de nourrir les familles qui s'occupent du potager. Donc, c'est très important de vraiment booster, de vraiment augmenter nos productions dans les potagers. Mais vraiment, vous pouvez pas imaginer comment c'est important aujourd'hui. C'est, et c'est maintenant. Même si vous pensez qu'il y aura peut-être pas de pénurie, ben tant mieux s'il n'y a pas de pénurie. Mais au moins, on aura fait comme s'il y en a. Et au moins, on sera préparé. Parce que même si on double ou triple la surface de potager, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais il faut le faire, il faut le faire. Si on a la possibilité, il faut le faire. Donc, il faut. Là, moi, j'ai décidé. Moi, j'ai au moins triplé la surface de mon potager cette année. euh, Parce que moi, je sens vraiment que y en aura besoin. Bah, déjà, quand on voit les prix, regardez simplement de façon économique. Une entreprise sur deux va quasiment faire faillite, hein, voilà. Donc ça veut dire chômage de masse. Beaucoup sont à la maison aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont reprendre le travail bientôt là. Et ben non, dommage, mais il y aura plus de travail. Si, il y aura beaucoup de travail, mais il y aura plus de salaire, on va dire. Il y aura plus de travail rémunéré, hein. Euh, euh, L'État, là, il paye des aides. Là, il paye hein, des aides, du confinement, etc. Mais ils ne vont pas pouvoir payer ça longtemps. Dans une crise économique de telle ampleur, quand tout saute, à un moment donné, ils ne vont plus payer, hein. Il ne faut pas croire, hein. À un moment donné, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus payer du tout. Et déjà, ils parlent de nouvelles taxes, etc. Donc, en même temps, il y a ces problèmes agricoles. Ces agriculteurs qui font aussi faillite, parce que c'est comme des entreprises qui vont aussi s'arrêter en masse. Donc même si le voisin peut reprendre les terres ou machin, mais c'est pas le banquier qui va cultiver, hein. Moi je vous dis, c'est pas le banquier qui prend les terres de l'agriculteur qui va lui aller rouler en tracteur et cultiver, hein. Vous voyez, ça se passe pas comme ça. Même les banques, beaucoup de banques vont aussi faire faillite. Donc ça va être un certain chaos économique et un certain chaos dans l'approvisionnement de la nourriture. Un exemple, là, je viens de lire un article aux États-Unis. Ils prédisent que quasiment toutes les entreprises de transformation de la viande risquent de faire faillite. Ils ne parlent pas de 50% ou quoi. Non, ils parlent de tous. Tous. Ça veut dire que là, votre steak haché que vous achetez emballé là au supermarché, ben, il sera plus là. Il sera plus là. Non. Parce que l'entreprise qui transforme cette viande en steak haché, ben, fait faillite. Donc tous les producteurs derrière qui livraient, hein, qui faisaient 1000 bêtes, 100 animaux ou 200 et qui livraient tous les ans à ces entreprises, ben, ils ne vont pas pouvoir livrer parce que vous pouvez pas. Ouais, ils peuvent peut-être vendre en direct comme ça deux, trois animaux, mais ils sont pas équipés pour transformer ça. Donc ça va être une hécatombe d'agriculteurs qui vont aussi faire faillite. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, il y aura un gros manque de nourriture, d'approvisionnement de nourriture, hein. Donc là, c'est très important de travailler sur l'autonomie et l'électroculture peut aider grandement à augmenter les récoltes, hein. Je ne le répéterai pas assez, hein. Et c'est maintenant que ça se fait, hein. Donc choisissez, très important, choisissez le plus possible des semences fertiles où vous allez pouvoir récupérer de nouveau les semences, hein. Parce que aussi les semences, ça va coûter des fortunes, hein. Parce que
les entreprises qui vendent les semences, je ne parle pas des associations comme Cocopelli ou des associations de bénévoles et d'associations ou de petites entreprises qui travaillent plus pour une certaine éthique que pour l'argent, on va dire. Bah, mais les grosses entreprises semenciers, eux, ils n'en ont rien à faire, hein. Eux, ils vont vous vendre, eux, ils vont tripler, quintupler le prix s'il faut, si ça leur rapporte des sous, hein, vous voyez? Et donc, de toute façon, leurs graines ne sont pas fertiles. Donc, quelque part, c'est un peu de la merde, on va dire. Mais quand on n'a rien d'autre, c'est toujours mieux que rien. Euh, non, hein, je dis un gros mot tout à l'heure, c'est pas vraiment de la merde non plus, mais c'est si on peut choisir des semences fertiles, c'est beaucoup mieux, hein. C'est vraiment beaucoup mieux, ça sera très important. Et comme ça, vous allez pouvoir récupérer vos graines. Vous verrez, c'est très facile. Chaque plante fait des graines, hein, c'est sa nature. Donc, vous laissez sur 10 salades, vous en gardez une pour monter en graines et vous récupérez les graines que vous ressemez l'année d'après, tout simplement. C'est un exemple. Parce que ça va vraiment être important. Euh, donc, les graines, très important. Semez jamais toutes les graines, gardez-en toujours en stock pour sauvegarder. Parce que parfois ça prend pas tout de suite aussi, ou il y a des aléas climatiques qui font qu'il faut ressemer. Très important aussi de penser à ça. Euh, Faites attention aussi à certaines graines qui peuvent geler et qui peuvent perdre de leur pouvoir germinatif. Pas tous, mais certaines, hein, donc il faut faire attention comment on les stocke aussi. Et là, Christophe Lowe avait aussi inventé une sorte de caisson pour sauvegarder les graines et les dynamiser, hein. Ça, on va en parler aussi dans le stage conférence avec Andrea, hein, donc c'est très intéressant aussi. Donc vous voyez, on va en apprendre des nouvelles choses, hein. Et donc pour les cultures, une technique, une des techniques les plus simples, c'est utiliser la pyramide, hein. Ah, donc là, vous avez une pyramide, par exemple, que j'ai sur une lampe, là, vous voyez. Bah, mettez vos graines dedans. Déjà, rien que l'usage d'une pyramide en cuivre peut parfois doubler des récoltes. Moi, j'ai déjà vu des récoltes, ça va, ce sera pas à tous les coups doublé, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des récoltes doublées grâce à l'usage d'une pyramide. Vous voyez la simplicité? Il y a aussi une autre technique, c'est le fil de fer galvanisé avec l'antenne magnétique. Là, je l'ai encore amélioré. Maintenant, toutes les nouvelles antennes magnétiques que je vends, ce sera avec un petit circuit Lakowski intégré dedans, hein. Et vous verrez, c'est encore plus fort. J'ai testé avec l'appareil, le Vitalomètre. Il y a au moins 10% plus d'énergie en plus. C'est vraiment très efficace. Et sinon, si vous avez encore les anciennes antennes magnétiques que vous avez installées, n'hésitez pas à rajouter autour, vous faites comme un bracelet Lakowski, hein, où vous prenez un fil de cuivre et vous faites un circuit Lakowski. Donc c'est un circuit de fil de cuivre ouvert, hein, hein, et vous mettez ça autour de votre antenne. Vous verrez, ce sera encore plus fort. L'effet, les résultats seront encore plus grands. Et donc ça a été testé la première fois l'année passée. J'avais fait ça dans ma serre, hein, dont vous trouvez des vidéos sur la chaîne YouTube et sur mon site peut-être aussi. Donc c'est vraiment très efficace. Donc les circuits Lakowski, donc c'est les boucles en cuivre ouvert, hein, qui font une sorte d'effet antenne. Euh, on en a déjà parlé souvent. Maintenant, c'est vraiment la saison, hein. Si vous n'avez pas mis ça autour de vos arbres fruitiers, mettez-les tout de suite, sans tarder, demain ou encore ce soir. Mettez-les autour de vos arbres fruitiers. Ça peut vraiment augmenter énormément leur résistance, hein, maladies, aux ravageurs, augmenter la vitalité et donc aussi la récolte, la production par exemple aussi la résistance face à la sécheresse, hein.
Un exemple, parce que là, on va probablement vers des temps de sécheresse de nouveau, inédits, si ça continue. Par exemple, chez moi, j'ai deux sources. Ben, et j'ai deux petits étangs. Ben, le deuxième étang, qui est pas vraiment étanche, d'habitude, au mois d'avril, il est encore plein d'eau. Et il s'assèche, on va dire, au mois de mai, juin, et fin mai, il est à sec. Ou au courant du mois de mai, il est à sec. Ah, ou juin, ça dépend des années, ou juillet, ça dépend des années. Mais là, il est déjà à sec depuis des semaines. Pourtant, cet hiver, il a beaucoup plu, mais les sources, ils coulent pas assez. Il n'y a pas l'eau qui a plu cet hiver. Il a pas tellement plu, on va dire, et ça n'a pas tellement gorgé le sol d'eau. Et donc les sources sont cool, mais le débit est beaucoup moindre qu'à la même saison des années passées. Donc c'est inquiétant. Surtout où j'habite, où c'est vraiment les sources de certaines rivières, comme la Bruche en Alsace, euh, où d'habitude, ici, on a des taux de pluviométrie de 1700 mm à l'année normalement. Normalement, il pleut ici 2 fois plus que dans la plaine, qu'à une demi-heure d'ici. Et cette année, on est loin de ça, hein. On est vraiment loin de ça. Je ne dois pas me plaindre, le sol est encore humide en profondeur, mais on n'est qu'encore le mois d'avril. Mais quand même, c'est très sec. C'est très sec. Et en plaine, où il n'y a pas d'irrigation. Après, l'irrigation, c'est un piège à con, hein. S'il pleut pas assez, à un moment donné, les sources, hein, les réservoirs d'eau pour l'irrigation, ils seront aussi à sec, hein. Donc, il faut réfléchir à des techniques pour augmenter la résistance à la sécheresse des plantes. Donc, il y a la couverture du sol, hein, donc les techniques de permaculture classique. Ça, c'est très important. Et l'électroculture. Là, si vous ajoutez du basalte, vraiment, ça aide beaucoup à la rétention de l'eau et à, à l'équilibre hydrique du sol. Le basalte, ça aide vraiment beaucoup. Et aussi à augmenter la résistance des plantes à la sécheresse. Vraiment, ça fonctionne super bien. Et les circuits Lakowski. Et après, vous pouvez aussi ajouter d'autres techniques d'électroculture, comme dynamiser les graines par la pyramide. Euh, Parce que qu'est-ce que tout ça, ça va faire? Ça va faire que la plante, déjà, aura une plus grande vitalité, beaucoup plus d'énergie, et donc fera beaucoup plus de racines aussi. Et donc aura accès à beaucoup plus d'humidité. Et donc, ça fait beaucoup plus de matière organique qui dit plus de racines. Bah, les racines, ça vit, ça meurt, ça vit, ça meurt. Bah, ça fait plus de matière organique dans le sol, donc aussi un meilleur équilibre hydrique. Plus de vie aussi, plus de micro-organismes, etc. Meilleur équilibre hydrique. Et ce qui va se passer aussi, c'est que les plantes, en cas de stress, de sécheresse, ben, ils resteront en bien meilleur état. Vraiment en bien meilleur état. Parce que l'eau, ah oui, ça c'est une notion importante aussi, c'est que la plante pourra pousser mieux avec moins d'eau. Comment expliquer ça? Pourtant la plante est plus grande, plus vigoureuse et elle a besoin de moins d'eau. Comment expliquer ça? Ben, c'est que en réalité l'eau, si j'explique ça de façon électroculture, hein, l'approche électroculture, c'est que l'eau agit comme une antenne aussi et comme une mémoire aussi, capte des mémoires d'énergie et comme une antenne. Et donc, si vous avez plus d'énergie et plus de bonnes énergies, de bonnes mémoires et de bonnes énergies dans l'eau, et que la qualité de l'eau est meilleure aussi, hein, par l'électroculture, mais on va dire s'il y a plus d'énergie dans l'eau, certaines énergies magnétiques, électromagnétiques, subtiles, divers et variées, ben, c'est la plante en réalité se nourrit pas de l'eau elle-même, elle se nourrit ou s'enrichit ou elle se bonifie ou je sais pas comment dire, mais euh, euh, de cette énergie véhiculée par l'eau. Vous voyez?
Donc, si vous avez moins d'eau, mais qu'elle est plus énergétique d'une certaine façon, je ne parle pas d'énergie en joule ou en calories, hein, non, c'est de l'énergie subtile, de l'énergie de qualitatif d'électroculture, des énergies cosmiques, des énergies telluriques. On va dire que l'eau est une antenne de toutes ces énergies. Ben, s'il y a plus de ces énergies-là, ben, on a besoin moins d'eau. Que s'il y a moins, s'il n'y a pas toutes ces énergies-là, ah ben là, il faut beaucoup arroser parce que c'est comme s'il n'y en a pas beaucoup et la plante a besoin de ces énergies. Un peu comme quand vous avez une pluie d'orage, il pleut, même si c'est que très peu, mais tout de suite les plantes, ils reverdissent, ils grandissent, et pourtant, même s'il n'y a que 1 millimètre, juste quelques gouttes, et ça suffit, c'est comme s'il y a une sorte d'explosion de vie, et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Et quand on arrose juste avec l'irrigation, sans traitement énergétique de l'eau, bah on doit arroser, arroser. Les plantes survivent, mais ils poussent pas vraiment très fort, hein. C'est comme hein, tout le monde l'aura remarqué. Si vous dynamisez l'eau de diverses façons, c'est différent. Là, vous pouvez aussi parfois avoir des résultats assez forts où les plantes vont vraiment aussi reverdir et pousser, hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport à l'eau. Très intéressant. Hmm. Ah, ça me fait penser encore à un autre sujet. Ah, il y a Éric Mazurier, je vois, il partage là un lien, hein. Donc, Éric Mazurier aussi a fait un groupe Facebook autour de Justin Christoflo. Vous avez aussi toute une mine d'informations, hein. C'est vraiment super aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir, hein, de temps en temps. Je partage aussi, hein, les posts de ce groupe sur le groupe Électroculture directement, hein, c'est le réseau, on va dire, hein, on partage les posts les uns des autres. Et c'est vraiment très intéressant aussi. Euh, ah ben, bonsoir Romain, je vois que tu es là aussi. Ça fait plaisir. Romain aussi très actif dans son potager avec les expériences d'électroculture, comme Andrea et d'autres. Ah, santé, hein. Après, je vais vous raconter encore une autre chose que j'ai pensé. Vous voyez, le vin rouge, c'est vraiment mystérieux, hein. C'est pas pour rien qu'on en parle dans le christianisme et tout ça. Quand on y pense, vous avez la vigne, elle est verte, la plante. Vous avez le ciel bleu et le sol qui, on va dire, qui est jaune en été, hein, de la sécheresse ou du sec et du soleil, hein. Donc, c'est comme les travaux de Luigi Guina. Vous avez le bleu du ciel, le jaune, l'herbe qui a jauni en été, et après, là, vous avez le sang, hein, comme on dit, le sang du Christ ou machin, mais de la vigne. C'est vraiment très mystérieux. Et c'est quand l'homme s'occupe de la vigne qu'on a plein de raisins. Si on laisse la vigne juste pousser, il y a très peu de raisins, ou des tout petits. Et si on s'en occupe, qu'on porte attention, et qu'on la taille, je sais pas, qu'il y a une sorte de symbiose qui se crée entre, entre la vigne, entre la nature et les éléments, ben, après on a des résultats de vin exceptionnels, hein. Et la conscience du vigneron aussi et de tous ceux qui ont travaillé dans la vie. Il y a quelque chose de vraiment très mystérieux avec la vigne. Ben voilà, ça c'était un aparté. Maintenant, pour revenir ouais, à l'idée là de tout à l'heure, ce que ça m'a fait penser, ben donc il y a un des anciens stagiaires d'électroculture de mes groupes qui est occupé à traduire un livre russe, qui est occupé à le traduire en français. Ça prend du temps parce que il le fait vraiment à la main, hein. Il prend des photos avec son téléphone, il traduit, il note. Vous voyez, c'est vraiment euh, à la main, on va dire, hein. C'est pas un traducteur professionnel, mais bravo à lui pour tout le travail qu'il fait.
Et il m'a envoyé un passage, donc il s'appelle Paul, il m'a envoyé un passage qui est vraiment super intéressant et qui confirme les travaux de Lavinaye, hein, Rodolphe Lavinaye, je sais, j'en ai parlé déjà dans un live précédent, hein. Euh, et qu'est-ce que faisait Rodolphe Lavinaye? Lui dynamisait l'eau par le flashage de l'eau comme un stroboscope. Hein, un stroboscope, on va dire, hein. Il avait une lampe qui flashait la lumière sur l'eau, hein. Et quand le flash lumineux était lent et puissant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il avait remarqué si l'eau avait des impuretés, ça c'est très intéressant aussi, si l'eau avait des impuretés, les impuretés se déposaient sur les parois et l'eau à l'intérieur devenait ultra pure et ultra dynamisée aussi, comme de l'eau d'orage. Quand on arrosait avec les plantes, il poussait beaucoup mieux. Donc très intéressant ça. Et, euh, et alors, dans ce passage de ce russe, le Rodolphe Lavinaye, c'est un Français, hein, lui il n'est pas russe, Rodolphe Lavinaye, mais dans l'autre livre donc de ce russe, il parle que les plantes poussent mieux avec de la lumière intermittente. Et que dans la nature, ça se traduit. Imaginez, vous avez des plantes en dessous d'arbres avec des feuilles. Et les feuilles, il y a le soleil, le plein soleil. Et alors les feuilles, avec le vent, imaginez dans le sud de la France, ça fait de la lumière intermittente. Ça fait comme des flashs. Vous voyez, ça fait comme des flashs. Et là, vous avez des cultures qui peuvent parfois pousser super bien. Il y a un exemple donc c'est encore un argument en plus pour l'agroforesterie, c'est que, on va dire, dans certaines conditions, hein, idéales, il y a comme ça des cas où, dans le sud, où les plantes poussent mieux en dessous d'arbres qu'en plein soleil. Pourquoi? Une des raisons peut être qu'elle a de la lumière intermittente par le soleil à travers les feuilles qui bougent à cause du vent. Ça fait de la lumière intermittente et c'est comme si ça dynamise. euh, et ça s'explique aussi au niveau du processus de photosynthèse, au niveau biomoléculaire. Ils expliquent ça, c'est que la plante a besoin de capter l'énergie et après, il y a tout un processus qui n'a pas besoin de cette énergie, où ça doit se faire dans un certain repos énergétique et pour travailler cette énergie et pour accumuler cette énergie. Et on accumule plus. Imaginez, vous avez une grosse pierre, vous devez la pousser. Si vous voulez la pousser 1 mètre en une fois, c'est parfois trop difficile, mais par un coup, c'est plus facile. Vous voyez? C'est comme si on démultiplie l'énergie. Euh, Là, c'est un peu pareil, hein. Voilà, c'est un peu un exemple. Et donc, dans la nature, on voit comme ça les rivières, hein. Avec Andrea, on a fait la pêche à la truite, on a bien vu aussi. Vous avez la rivière, les feuilles des arbres, la lumière, et ça fait tout des petits flashs sur l'eau quelque part, vous voyez? Quelque part, ça dynamise l'eau. La rivière, elle est dynamisée naturellement par les vortex et les pierres et tout ça, mais aussi par ce flashage de lumière. C'est pour ça qu'il faut aussi des arbres le long de tous les ruisseaux. Très important ça. Il faut du feuillage, il faut des plantes, il faut des arbres pour plein de raisons diverses et variées, mais au niveau électroculture, il y a cette histoire de dynamiser l'eau. Quand vous avez une rivière où il n'y a pas d'arbres, il y a parfois des rivières dans les forêts où l'eau est très claire, super. Ils coupent la forêt, ils coupent les arbres le long de la rivière et après l'eau, on n'a plus envie de la boire, elle a l'air. On sent qu'il manque quelque chose. Et comme je disais aussi, le fait de flasher l'eau, les impuretés vont se déposer. Donc, dans la rivière, pareil, l'eau va devenir ultra pure. Vous voyez? C'est pas juste parce que
parce que c'est l'eau de la rivière, non? Rien n'est évident comme ça, hein. C'est tout un ensemble de phénomènes et on voit qu'on en découvre encore tous les jours, hein, comme cet exemple-là. Et donc, ce russe, ils ont fait des tests scientifiques, hein, où ils ont mis des lumières intermittentes sur des plantes et ils ont remarqué que les plantes y poussaient mieux. Voilà. Hein, donc, ils pouvaient comme ça augmenter énormément la croissance des plantes. Vous voyez? Donc, c'est encore, on pourrait alors imaginer avoir des arbres qui font des feuilles, mais pas de trop, pour pas faire trop d'ombre non plus. Il faut un certain équilibre entre la lumière, le flashage, hein, avec le vent ouais, et l'épaisseur des feuilles, on va dire, hein, ou l'épaisseur de la couche de feuillage. Hein. Hein, donc tout ça, c'est à réfléchir, mais ça va dans le sens de l'agroforesterie. Et moi, je crois. Ah, moi, je suis un fan de l'agroforesterie. Hein. Après, j'y connais pas grand-chose, mais quand je faisais mes études, c'était dans les années 90, on commençait à en parler beaucoup de ça, de l'agroforesterie, et c'était un de mes sujets de prédilection qui me passionnait. Hein, et je trouve que j'en ai encore parlé avec un producteur de pommes de Bretagne, hein, il y a quelques semaines au téléphone. C'était il y a 1 ou 2 semaines, c'est pas si longtemps. Je me suis dit, mais tu fais des pommes, oui, ok, mais est-ce que tu pourrais pas faire aussi des légumes, peut-être des pommes de terre ou autre chose en dessous? En dessous, il faut cultiver là maintenant, c'est la crise là, bientôt. Il faut vraiment optimiser et l'idéal, c'est combiner des vergers avec des cultures. Il faut réfléchir à ça. Vraiment, la monoculture, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec la monoculture. Il faut vraiment réfléchir à faire des petits paradis, des combinaisons, et à réfléchir, vous voyez, à réfléchir intelligemment, c'est pas juste la biodiversité, c'est, vous voyez, c'est l'interaction de la lumière, interaction des odeurs. Un exemple, quand vous avez, ça j'ai appris il y a pas longtemps, mais c'est c'est une remarque toute simple, toute bête, mais très intelligente, c'est de mettre certaines herbes aromatiques qui éloignent certains prédateurs euh, au vent dominant de son potager. Et comme ça, avec le vent, vous avez les effluves et les odeurs de ces plantes qui vont arroser le potager et protéger le potager comme ça. Il faut y penser. Vous voyez, c'est tout simple, mais c'est des choses, il fallait y penser. Et c'est pourtant évident. Hein. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, ça. Très, très intéressant. Bah donc, vous voyez, je savais pas trop quoi dire ce soir, comme d'habitude, mais il y a toujours quand même beaucoup d'idées qui viennent. Euh, bonsoir, bonsoir Rachel, je suis en accord avec toi, je suis en autonomie, permaculture, je vais commencer l'électroculture, merci, merci d'exister et d'éveiller. Merci beaucoup à toi. Bonsoir Andrea. Ah, Andrea Ribicini, bonsoir. Ah, c'est les amis d'Italie, ça fait vraiment plaisir. Être vivant, les gens ne veulent plus, je fais des semis pour donner aux gens que l'or que leur donnent les légumes politiques. Ouais. Oui, ben il y a, on va dire, des gens un peu plus éveillés qui pensent, éveillés, on fait de notre mieux, on va dire, hein, mais qui pensent à faire le potager. La plupart des gens, ils savent même plus que ça existe. À peine, hein, ils ont lu ça dans Martine quand ils étaient petits, un potager, mais sinon, ils connaissent dans leur famille. Beaucoup de gens ne connaissent plus personne avec un potager vraiment, où ils ont plus de contact direct. S'ils vivent en ville, il n'y a pas de potager, donc vous avez des millions de gens qui n'ont aucun contact avec un potager. Et quand ils vont à la campagne, comme on a dit, il y a dans une rue, d'un village, il y a peut-être 1, 2, 3 personnes avec vraiment un potager. Les autres, ils n'ont pas de potager, ils ont que du gazon. Donc, quand ils vont voir leur famille en campagne, ben,
ils ont pas de potager, ils voient que du gazon, hein. Et ils se plaignent pour leur gazon ou n'importe, hein, ou ils ont un peu des arbres fruitiers à la limite et encore, ils les ont souvent coupés parce que soi-disant ci et ça. Donc la plupart des gens, ils n'ont plus aucune notion de, de la nature, de la vie, de comment ça se passe. De où vient notre nourriture, tout le travail que ça représente aussi pour avoir une salade, par exemple, ou une pomme, ou pour nous qui faisons nos potagers depuis, ou agriculteurs qui font de la culture depuis des années, on trouve ça évident, normal, voilà. Mais il faut vous dire que déjà la population agricole, c'est moins de 5% de la population qui travaille en lien avec l'agriculture. Je ne sais même plus combien, c'est peut-être que 1%. Et après, combien ont encore un potager dans la population civile? Peut-être aussi 1%. Et encore, c'est beaucoup. 1%, ça voudrait dire une personne sur 100. Je pense pas. Si la plupart des gens habitent en ville, je sais pas, peut-être plus de 50% de la population habite en ville. Donc ça fait déjà zéro potager. Et après, 50% habitent en campagne. Et là, il y en a que 1 sur 10 qui a un potager peut-être. Et encore, peut-être 1 sur 20. Donc ça fait combien? 0,2% qui a un potager dans la population. On va pas aller loin pour nourrir, hein. Donc, vous voyez, on va vers des la moindre crise, hein, même climatique et autres, ça va vers des catastrophes euh, alimentaires, hein. Parce qu'on n'a pas tous appris à vivre sans manger non plus, hein. Il y en a qui arrivent à faire ça, mais là, il y en a encore beaucoup moins. C'est 0,000%, hein. Donc, 0,01%. Donc, la plupart, s'ils mangent pas, ils seront tellement dans la peur qu'ils meurent de faim en quelques jours. Hein, ou ils meurent de faim en assez peu de temps, hein, par le choc psychologique, et d'autres qui ont déjà eu habitude de jeûner, etc., bah, eux, ils peuvent peut-être vivre pendant des mois sans manger, hein. Donc, on n'est pas tous à la même enseigne, hein. À ce niveau-là, on n'est pas tous. Et quand la crise est là, quelque part, c'est déjà trop tard pour apprendre. Ah, c'est jamais trop tard, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'anticiper. Un exemple, moi, cet hiver, on a mangé beaucoup de topinambour. On trouvait ça bon. Honnêtement, on aimait beaucoup ça, hein. On mélangeait un peu avec pommes de terre ou on mangeait même comme ça. Et c'était très bon. Bah, du coup, moi, cette année, moi, j'ai décidé de planter beaucoup plus de topinambour. J'en ai planté, oh, je pense 10 fois plus que l'année passée. Voilà, l'année passée, j'avais fait 5 mètres de topinambour. Cette année, j'ai fait 10 fois 5 mètres, je pense, hein. Après, c'est difficile, j'ai fait une estimation comme ça. Mais je dis, je vais pas tout manger, moi, c'est impossible, je vais pas y arriver à tout manger. Mais c'est pour partager et c'est pas perdu. Après, c'est dans la terre, c'est de la nourriture qui dort et si on le mange pas, ben l'année d'après ça repousse, c'est pas grave. Voilà, donc et ça fait des belles fleurs en plus. Et comme ça, vous avez un tas de plantes nourriciers et en plus les topinambours, si vous avez l'habitude d'avoir des petits topinambours, faites de l'électroculture avec, vous verrez vos topinambours, ils seront gros comme ça. Ça, Andrea pourra témoigner chez moi aussi des topinambours, mais des trucs gros comme ça, hein. Donc là, vous n'avez pas de problème. Vous êtes très content d'avoir des topinambours, hein. Et donc, cette année, j'ai aussi décidé de nouvelles, pas des nouvelles plantes parce qu'ils existent depuis longtemps, mais des nouveaux tests dans mon potager. J'ai mis des ocas, donc c'est une sorte de tubercule d'Amérique du Sud qui pousse un peu comme une pomme de terre, et
Ulluco, Ulluco et des poires de terre. Hein, les Ulluco et Oka, ça se ressemble assez fort hein, au niveau du tubercule, mais c'est différent. Et les poires de terre. Et après, les patates douces aussi. Mais ça, j'ai mis en serre, parce que ça aime bien la chaleur. Et je peux vous dire, ben, déjà avec ça, vous avez plein de différents types de tubercules qui se conservent l'hiver. Et les oka ou locaux, en général, c'est assez petit. Mais je me dis, avec l'électroculture, si ça double de taille, ah ben là, ça va devenir intéressant, hein. Parce que là, ce sera comme la pomme de terre, alors beaucoup moins de travail à préparer en cuisine, etc. Parce que vous avez beaucoup moins à peler à la peau. Ah, peut-être qu'on peut manger avec la peau, je ne sais pas, je ne connais pas assez encore. Mais je pense qu'on va trouver des nouvelles solutions comme ça, à des nouveaux types de cultures, des nouvelles associations, des nouveaux, ben, des nouvelles idées pour intensifier la culture, parce qu'on n'aura pas le choix aussi, parce que ce sera une nécessité. Parce que là, la crise où on va là, c'est pas là juste Corona, bordel, virus, machin, et après c'est passé, et après tout continue. Non, non. Il y a des possibles guerres là qui se préparent. Il y a des guerres civiles peut-être, un gros chaos économique. Hein, il y a vraiment un effondrement économique qui est en cours. Donc tout ça, ça se résout pas. La société ne se transforme pas en quelques mois là. Hein. On en a pour des années d'une certaine instabilité et de chaos et de grosses crises. Donc, moi, je pense intuitivement qu'on en a pour environ 5 ans. On verra, l'avenir nous le dira. Mais 5 ans à surmonter, il faut se préparer. À 5 ans de crise, je parle de grosses crises, hein, je parle de possibles guerres, de plein de choses comme ça, hein, qu'il n'y ait pas de moyens pour acheter de nourriture, ou qu'il y ait des gros ruptures, ou des gros pénuries, on ne sait pas, peut-être, peut-être pas. Mais c'est possible. Donc, aussi une chose intéressante, c'est les walipini, hein, les cerfs enterrés, hein, dans les régions froides. Très intéressant. Moi, je réfléchis aussi à en construire une cet été hein, pour l'hiver prochain. Donc, euh, très intéressant aussi. Et je suis sûr qu'avec l'électroculture, en plus, bah, on pourra booster la croissance des plantes dans ces serres. Parce que le problème en hiver, bah, c'est le manque d'énergie. L'énergie lumineuse, les jours qui sont plus courts, et après, il y a le froid. Le froid, on peut le résoudre en, en partie par ces serres. Mais l'énergie lumineuse, ben, si on veut mettre des lumières, ça coûte beaucoup d'argent en électricité. Mais si c'est avec des lumières intermittentes, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Ça permet de peut-être réduire le besoin en électricité de moitié. Et avec l'électroculture en plus, on voit que les plantes sont beaucoup plus résistantes, même avec moins de lumière, on peut avoir des bonnes récoltes. Moi, j'ai eu des bonnes récoltes de tomates dans ma serre avec une bâche plastique âgée de plusieurs années qui était trouble, où la lumière passait plus très bien, et où j'ai des arbres autour qui faisaient que j'avais pas le soleil avant 11 heures du matin. Hein, donc j'avais que le soleil à partir de 11 heures, et après j'avais encore des coupures de soleil de 1 heure, 2 heures à cause d'autres arbres qui étaient vers le sud et sud-ouest. Donc, et j'ai quand même eu des bonnes récoltes de tomates. Donc, avec l'électroculture, hein, naturellement aussi. Hein. Hein, donc, c'est pour dire que normalement, dans des conditions comme ça, la tomate a besoin de beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Sans électroculture, je pense pas que j'aurais eu autant de tomates, hein, honnêtement. Et aussi les poivrons et aubergines, pareil. Hein. Hein, parce que j'avais planté ça aussi dans la serre. Donc vraiment, je pense que là, dans ces conditions difficiles, bah, les techniques d'électroculture, aussi de dynamisation de l'eau, hein, c'est tout un sujet aussi, bah, ça peut vraiment... ouh là là,
Ça peut vraiment booster les récoltes et aider énormément. Bah, regardez, Être Vivant dit, cette année, on devrait atteindre 50 degrés. Je ne sais pas où tu es, Être Vivant, est-ce que tu es dans le sud ou dans le nord ou au milieu de la France? Dans le sud, je crois, c'est possible. En Alsace, peut-être aussi, il y a déjà eu 45 degrés, donc pourquoi pas 50? Ben, imaginez-vous, il y a beaucoup de plantes, ils ne supportent pas. C'est cuit. C'est comme on dit, c'est cuit. Mais avec l'électroculture, ça permet peut-être de faire survivre certaines plantes, donc qui normalement ne survivraient pas. Donc je pense que vraiment il y a quelque chose à faire, il faut vraiment s'y mettre. Ah ben Albé dit oui, un simple circuit sur fruitier augmente considérablement la production. Ouais, ça c'est clair et net, voilà, on est plusieurs à avoir observé ça. Albé dit il fait déjà chaud cet été, ce sera la sécheresse assurée si on n'anticipe pas. Ça, je suis sûr. S'il y a encore des parties, ouais, je conseille fortement en dessous des arbres fruitiers, couvrir le sol pour garder la température le plus frais possible et l'humidité aussi le plus possible. Parce que s'il pleut pas à partir de maintenant, ou trop peu, bah, vous serez bien content d'avoir couvert le sol. Ça fait des grandes différences pour cet été après. Si vous couvrez plus tard dans l'été, bah, vous aurez tout loupé. Vous aurez à tout loupé. Ça aidera aussi, mais beaucoup moins que si vous couvrez déjà tout de suite maintenant. Ça, j'en suis convaincu. Euh, ouais. Ce que j'ai remarqué aussi avec l'électroculture, avec les fils enterrés avec l'antenne magnétique, et ça je suis pas le seul à remarquer, il y a aussi un certain Massimo à La Réunion, lui il fait carrément de l'électroculture aussi dans de la roche, dans des cailloux, et il dit qu'il y a certains cailloux, ils deviennent bah, ils s'effritent, ils deviennent de la terre, on va dire. Ils deviennent et la vie grouille autour des cailloux. Et c'est comme s'il y a certains cailloux qui mutent, qui deviennent comme de la terre, qui s'effritent carrément. hein. Et ça, c'est très intéressant parce que dans les sols très durs, bah, moi j'ai un sol, quand il fait sec, très argileux, c'est dur comme du béton. C'est vraiment, vous rentrez. Mais quand il fait très humide, qu'il a plu pendant un mois, tout, alors c'est mou comme de la plasticine, ou comme vraiment c'est tout mou, même très profond. Vous enfoncez un pieu en tapant juste comme ça ou en lançant dans la terre, il rentre déjà 10 cm dans la terre. Mais quand en été, c'est dur comme du béton, vous rentrez pas 5 cm et vous devez prendre la pioche. Ben, là, dans la serre où j'ai fait les fils avec l'électroculture, là, donc il y avait mon cheval, c'était dans une ancienne prairie, où il y avait mon cheval, un cheval de trait, 1 tonne. Imaginez ses pieds, c'est large comme ça. Il pèse 1 tonne, donc 250 kilos par pied, qui tasse le sol. Pan, pan. Donc ça fait que le sol est dur, mais dur, dur, dur. Et, euh, et moi, j'ai fait la serre là-dessus. C'était très dur. Il y a Raphaël qui m'avait aidé, il peut confirmer. Et alors, moi, j'avais ma tarière et j'ai fait quelques trous juste pour planter mes plantes de tomates dedans. Parce que c'était tellement dur. Et j'ai dit, je vais en profiter que ma tarière est là que j'avais utilisé pour planter les piquets. Je vais faire quelques trous à l'avance dans la serre, ce sera plus facile à planter. Et cette année, ah oui, et après tout l'année passée, tout l'été et hiver, le sol était couvert de foin dans la serre, de foin avec paillage, des restes d'excréments de mon cheval aussi. C'est tout ce qui ne mange pas autour de la botte de foin. Et là, le sol est devenu meuble partout. Même où c'était très dur,
c'est devenu meuble et plein de vers de terre partout. Ah, j'ai aussi mis du basalte, il y a mes antennes, mais j'ai pas travaillé le sol. Vous voyez, j'ai pas labouré ou j'ai non, mais le sol est devenu meuble partout. Et pareil à côté de la serre, à l'extérieur, pareil, c'était aussi très dur et maintenant le sol est devenu meuble partout. C'est vraiment super. C'est en moins d'un an, hein, donc c'est très intéressant ça. Donc la couverture du sol a énormément aidé, hein, qui garde l'humidité, mais aussi l'électroculture. C'est aussi ça accélère ce processus, je dirais. Allez, sortez là. Ah, Pascal, lui, il a la poire William. Ça, c'est bon aussi, hein. Si un jour je peux te rencontrer, ben, je veux bien goûter ta poire William, hein, Pascal. Ça, ça, ça a l'air bon, ta poire William. Donc. Bah, j'ai les premiers tournesols là qui commencent à germer, des graines qui sont tombées tout seuls de l'année passée. Je suis curieux. Ah, donc là, cette année, bah, on relance notre petite compétition tournesol géant là, hein, Richard? Donc on est à plusieurs à avoir des bonnes graines de tournesol qu'on récupère d'année en année en électroculture. Et donc là, l'année passée, Richard a eu le record de France de la plus grande tête de tournesol, hein, et donc cette année, on verra, hein, mais Richard m'a raconté le témoignage de Mehdi Dao qu'il a eu au téléphone ou en messagerie, je ne sais pas. Et il m'a raconté que donc Mehdi Dao, c'est un qui a plusieurs records de France des plus gros légumes, etc. Et l'année passée, comme il a vu que Richard a eu le plus grand tête de tournesol, bah, il s'est intéressé aussi à l'électroculture. Parce que Richard racontait qu'il n'avait pas utilisé aucun engrais, il avait juste fait, on va dire, à la façon permaculture et avec l'électroculture. Ah, il a utilisé la tour ronde, hein, donc ça, vous avez déjà aussi montré, hein, donc les tours rondes, par exemple les petites qu'on peut mettre dans le potager, dans le jardin, et les plus grandes aussi. Donc les petites, vous trouvez sur le site internet, hein. Et vous pouvez fabriquer vous-même aussi si vous trouvez du basalte, pas difficile. Et donc, Richard a eu des très bons résultats, sans engrais, sans produits que d'habitude. Ces gens qui ont des records, ils ont tous leurs petits secrets de produits. Et Richard, lui, fleur au fusil, il arrive là au concours avec son tour de sol. Ça devait être vraiment très marrant, ça. Et donc Mehdi Dao, qui est aussi un maraîcher exceptionnel, s'est équipé maintenant d'une pyramide et il a témoigné qu'il voit déjà des nettes différences de croissance, hein, des plus grandes croissances dans sa pyramide de ses semis qu'en dehors. Donc ça promet, il y aura une sacrée compétition, je pense, là, et des sacrés résultats. Mais imaginez, là, c'est un exemple parmi d'autres, mais imaginez que tous les records de France, tous les meilleurs résultats en agriculture, ce sera, et je n'en doute pas, ce seront des agriculteurs qui pratiquent aussi de l'électroculture, hein. Et à partir de là, à partir d'un certain nombre critique, je suis convaincu que tout le monde va faire de l'électroculture, va adopter une technique ou une autre. En plus, ça peut être le basal, ça peut être parce que l'électroculture, c'est toutes des techniques dont on a les ressources dans le pays. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Par exemple, si on veut mettre du basalte pour améliorer les terres, ben, il y a des mines de basalte, il y en a plusieurs en France. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller importer des engrais de l'autre bout du monde, etc. Et c'est durable, ça stimule la vie.
Les antennes, pareil, les aimants, pareil, du fer, pareil, tout ça, c'est des minerais, des produits très courants qu'on trouve en France, hein. Ouais. Euh, Ah, il y a Andrea qui dit là, oui, avec les fontaines, lumière bleue, arc-en-ciel. Ah oui, le flashage de lumière, on retrouve ça aussi donc dans les techniques de Luigi Higuina. Hein, on n'en a pas parlé là, mais c'est aussi très intéressant, hein. Et donc, Andrea, il parle là que la lumière bleue arc-en-ciel, 60-70 flashs par minute, ça stimulerait plus les racines, on dirait. Hein. Racines, demi-temps, avec eau, arc-en-ciel. Ah oui, ouais, ou dans les boutures, quand on fait des boutures, il y a beaucoup plus vite des racines. Ça, c'est très intéressant aussi. Euh, il y a Clé Martin qui dit, j'ai planté des ail sous mon cerisier et ça pousse très bien. Très intéressant ça. Euh, ouais. Les framboisiers aussi, hein, ils poussent super bien avec l'électroculture. Vous devrez voir les framboisiers chez moi. Les cannes sont aussi gros que mon pouce, hein, les tiges, hein, et c'est vraiment, mais c'est vraiment une récolte abondante, hein, à partir là de juillet là jusqu'au gelé, il y a des framboises, hein. Donc c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi une technique de taille que j'ai appris l'année passée par les vidéos et les livres de Jean-Paul Galleran, que je vous conseille aussi, qui permet aussi de doubler encore la récolte sur les framboisiers, hein. Hein, c'est une façon de mettre les tiges, de les pencher, hein, etc. Mais regardez ça, c'est très intéressant aussi. Et lié avec l'électroculture, vous verrez les résultats exceptionnels. Euh, Bonsoir Xavier. Ah, bonsoir Xavier. Bonsoir. Ouais. Ah ben il y a à nouveau tous les pays qui sont là, hein. Il y a la France, l'Italie, la Belgique, le Portugal, hein, et j'en oublie sûrement, hein, et il y en a que je connais pas dans les participants. Ah, Michael dit, faites-vous des fèves, tout est mangeable, cosque ou des plantes comme salade. Ah, je savais pas ça. C'est la première fois, c'est la première année où j'ai semé des fèves. Et là, ils sont en train de sortir, là. Donc, très intéressant ça. Ouais, là, mais je savais pas qu'on pouvait manger les cosques et l'eau des plantes. Une fois regardé. Bah, je ne connais pas les fèves. Donc, je suis très curieux. Mais merci beaucoup, Michael, pour cette. Euh, c'est ça qui est passionnant dans le jardin, même sans électroculture, c'est que on apprend toujours des nouvelles choses et c'est toujours un plaisir, hein. Euh, Ce qui est intéressant aussi, n'hésitez pas à à semer des arbres fruitiers, des pommiers, de tout ce que vous voulez. Euh, Ce que les arbres fruitiers ont quand même un grand avantage, hein, c'est que l'arbre il est là, vous n'avez pas tous les ans besoin de ressemer, de ci, de ça, comme vous travaillez un potager. Et vous récoltez, hein. Même si vous faites rien, vous récoltez quelque chose. Si vous taillez, que vous portez soin de votre arbre, là vous récoltez, mais 10 fois plus. Mais même si vous faites rien, vous récoltez quelque chose. Que dans un potager, si vous faites rien, ouais, vous récoltez les herbes sauvages. C'est aussi comestible, hein, certains, hein, mais il faut connaître, hein. C'est différent. Ah, ça va être la crise de rire, ouais, ça aussi. On va bien s'amuser quand même. C'est le top level Alipini. Cette année, j'ai augmenté ma surface. Ouais. Bonsoir Serge. Fait plaisir que tu es là aussi. Bah, il y a beaucoup de messages, j'arrive pas à tout lire. Ah oui, faire des réserves d'eau, Pascal dit. Bah, moi ici, en montagne où je suis avec les deux sources, j'aurais jamais pensé
à faire des réserves d'eau, qu'il y allait avoir besoin de faire des réserves d'eau, honnêtement, hein. Mais là, cette année, je vais en faire, hein. J'ai déjà des petites réserves, mais là, cette année, je vais là m'équiper de mètres cubes, là, de récupérateurs d'eau de plusieurs mètres cubes, parce que vraiment, je sens qu'il y en aura peut-être besoin, hein. Honnêtement, l'eau, c'est en période de sécheresse qu'on se rend compte de l'importance de l'eau, hein. Après, tous ceux qui habitent ou qui viennent d'Afrique du Nord ou des zones très arides ou dans le sud où ils ont aussi plus de, de problèmes, on va dire historiquement parlant, plus de problèmes avec la sécheresse, ils savent, ils connaissent déjà ça, mais moi qui viens de la Belgique, où il pleuvait tout le temps, très régulièrement. Maintenant, c'est plus pareil non plus qu'avant, hein, il fait aussi beaucoup plus sec. Et où j'habite ici en montagne, où d'habitude il devrait pleuvoir beaucoup plus, bah, ça devient vraiment un grave problème, hein. Mm. Donc il faut aussi apprendre comment le climat fonctionne énergétiquement parlant, et pour ça, et comment on peut l'influencer, comment tous ces travaux énergétiques dans nos jardins aussi, avec les tours rondes, avec les pyramides aussi, comment, avec les travaux de Higuina, de Luigi Higuina, avec les spirales, ben, comment tout ça peut influencer les nuages et aussi la formation de la pluie. Et donc ça, je vous invite, pour ceux qui découvrent, à étudier ça. J'ai créé un groupe là-dessus qui s'appelle Générer la pluie et le beau temps sur Facebook, où je partage ces témoignages et ces recherches et ces expériences. Donc, n'hésitez pas à joindre ce groupe pour ceux qui se passionnent de l'énergétique, du climat, du temps et comment on peut développer des techniques pour amener la pluie aussi, hein. Il faut pas m'appeler, il y a des agriculteurs comme ça, hein, oui, ils m'appellent et ils veulent que ça pleut demain chez eux. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelque chose là ou faire quelque chose? On a absolument besoin d'eau, ouais. Ben, il fallait y penser aussi déjà pendant le temps où vous n'aviez pas besoin d'eau. Il faut être prévoyant pour quand on a besoin d'eau. Donc il faut, alors on a le temps de réfléchir, on a le temps d'étudier et après c'est jamais trop tard. Mais on n'est pas sur un plateau aussi, on ne peut pas répondre à tout comme ça tout de suite, hein. Oui, il faut aussi travailler soi-même, étudier soi-même pour comprendre. euh, Parce que les catastrophes climatiques, même les crises économiques qui nous arrivent, on n'est pas non plus responsable de ceux qui ne se sont pas préparés. Vous voyez, si maintenant il y en a 10 dans la rue qui ont un gazon et qui n'ont jamais mis une plante pomme de terre et qui après vont pleurer parce qu'ils ont faim et qu'ils voudraient bien un kilo de pommes de terre de chez vous, ben, on n'est pas non plus responsable de leur manque de préparation. Quelque part, quelque part, c'est de leur faute. Quelque part, c'est de leur faute, c'est triste à dire. Mais voilà, comme bon humain, avec une certaine humanité, on va essayer d'aider un maximum de personnes, mais il faut quand même aussi montrer, mettre les gens dans leur propre, désolé de le dire, mais dans leur propre caca, pour qu'ils prennent conscience de leur propre responsabilité, hein, en réalité, s'ils sont dans les problèmes, c'est de leur faute aussi, hein. Pas tous les problèmes, mais certains problèmes. Si maintenant un gars, une maison avec un grand jardin, il a plus de nourriture à cause des pénuries, etc., ben, quelque part c'est de sa faute, parce qu'il avait un jardin, il aurait pu cultiver quelque chose, hein. Voilà, hein. Et c'est même, je dirais, c'est même de notre responsabilité de transformer cette terre en paradis, je trouve. Après, moi j'ai un esprit comme ça, moi je trouve que quand on a un bout de terrain, on est responsable de ce bout de terrain, on doit en faire quelque chose, on doit, on doit
on doit le respecter, on est comme responsable, on va dire, et on doit le soigner le mieux possible pour qu'il qu'il serve, à, pas servir à produire, à exploiter, non, mais qui serve à améliorer la condition humaine et la condition de la nature, du monde qui nous entoure. Et donc, est-ce que juste un gazon améliore quelque chose? Ouais, pour faire un match de foot ou du tennis, ouais, mais si on a un gazon par village, ça suffit alors, hein. Ah, mais voilà, après, j'ai aussi un peu de gazon, hein, pour mes enfants qui puissent jouer dessus, etc. Mais en général, ils aiment bien jouer où on n'a pas tondu, où il y a des fleurs, où il y a quelque part. euh, donc je pense qu'on doit remettre, ouais, réfléchir à la liste de nos priorités, à des priorités dans la vie, et vraiment, on va dire, mettre les projecteurs sur, ou essayer de mettre les projecteurs de nos amis, de nos voisins, de tous ceux qu'on connaît, sur les priorités dans la vie, qui réfléchissent à ça. Voilà. Surtout dans ces temps de crise. Mm. Mais voilà, c'est l'humanité, elle est comme elle est. Voilà, voilà. Euh, Parce que même si c'est une vraie crise et qu'on a un grand jardin, on n'est pas à l'abri de réquisition aussi, hein, de la nourriture comme pendant la guerre, hein. Tout à fait possible, hein. Mais voilà, au moins on aura aidé un maximum de personnes, hein, et nous-mêmes aussi, mm, et la famille, etc. Ouais. Ah, Clémartin dit le noyer, le châtaignier, c'est très productif. Bah, d'ailleurs, là, cette année, cet hiver, j'ai planté 3 noyers. Ah, 3 ou 4 même. Les châtaigniers, ouais, ouais. Euh, les pommiers sont en fleurs avant les cerisiers cette année. Ou alors je les ai jamais vus autant fleurir. Ah ben ici il y avait d'abord les cerisiers en fleurs et après les pommiers. Mais je dois dire cette année ça a l'air d'être bien parti, en tout cas ici en Alsace. On a eu des gelées pendant que les poiriers étaient en fleurs, mais légères. J'ai pu sauver, je pense, les fleurs de poirier, donc je pense que j'aurai beaucoup de poires. Euh, Maintenant, il y a les pommiers qui commencent à fleurir ici en montagne et c'est magnifique, hein. Et il n'y a pas de gelée prévue avant au moins 2 semaines. Donc, si on a de la chance, ben, il n'y aura pas de gelée et donc il y aura une bonne floraison. Il y a beaucoup d'insectes aussi, j'ai remarqué. Il y a beaucoup d'abeilles, en tout cas chez moi, ce printemps. Mais après, j'ai 5 ruches, j'ai plusieurs ruches aussi. Donc, tout est bien parti. Il y a juste le souci de la sécheresse. Et après, un autre souci, ah, ça, je vais aussi en parler. Donc, en ce moment, hein, donc là, on est le 18 avril 2020. Qu'est-ce qui se passe de très grave, euh, qui peut avoir des répercussions agricoles énormes? C'est que en Ukraine, ouais, en Ukraine, près de à Tchernobyl, vous savez, où il y a eu la catastrophe nucléaire dans les années, ça date des années 80, je suppose, hein, je me rappelle plus maintenant, on était petit. Et là, ben, il y a eu cette catastrophe nucléaire où il y a eu tas de retombées radioactives. Les forêts ont poussé, ont accumulé ces éléments radioactifs dans leurs tissus, et maintenant ces forêts sont en train de brûler. Et ça fait des fumées radioactives qui sont en train de se propager sur toute l'Europe, hein. Donc, selon les modèles, il y a une grande partie de la France qui est couverte de ces nuages et fumées ou ces particules radioactives. Et l'Italie aussi, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord. Ah, vraiment, c'est parce que pendant que ça se passait, on a eu beaucoup de vent de l'Est et du Sud et du Nord et très peu de l'Ouest. Et donc, du coup, ces fumées sont venues jusqu'ici. Et donc,
Si vous êtes dans des zones où il a plu ces derniers jours ou dans ces prochains quelques jours, aïe aïe aïe, faites attention. Si vous pouvez vérifier avec un appareil de mesure radioactif, par exemple, je sais pas moi, en dessous de votre abri, le sol s'il est plus ou moins radioactif, et dans votre potager par exemple, parce que ça risque d'être très grave. Il y a une énorme censure, c'est que depuis un jour ou deux qu'ils en parlent dans les médias français, et encore ils minimisent. Mais en Allemagne, ils en parlent déjà depuis plusieurs jours, et dans certains autres pays où il y a moins de censure à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un gros problème, il faut faire très attention à ça. Moi, je conseille de prendre de l'iode, de l'iode, des compléments alimentaires d'iode, ou des produits de la mer, hein. Ça peut être de l'eau de mer, hein, plasma de Quinton, ou ça peut être des algues, des aliments riches en iode pour saturer ou accumuler de l'iode non radioactif sain dans votre thyroïde, parce que sinon vous risquez de accumuler de l'iode radioactif par les retombées dans votre thyroïde, et alors ça peut amener des cancers, plein de problèmes de thyroïde et de santé, comme il y en a déjà eu énormément dû aux retombées de Tchernobyl lors de la catastrophe. Ben maintenant, c'est Tchernobyl 2 hein, qui vient de sortir, et c'est très grave. Hein. C'est très très grave. C'est tout aussi grave que, pour moi, c'est tout aussi grave que ce coronavirus. Hein. Hein, maintenant, c'est Tchernobyl. Et, et demain, ce sera autre chose. Hein. Et donc, c'est pour ça aussi que j'insistais, et je le sentais arriver ça, de se concentrer sur des légumes qui poussent sous terre, des tubercules, même s'ils peuvent aussi accumuler un peu de radioactivité, mais il y en aura en tout cas beaucoup moins que sur une salade où vous mangez carrément la salade hein, qui pousse au-dessus de la terre. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, si vous avez eu des pluies, faites attention, hein, surveillez. Maintenant, on a une chance, hein, c'est la connaissance de l'électroculture, c'est que les circuits Lakowski peuvent aider aussi à notre corps à stimuler la transmutation, donc c'est le sujet des transmutations biologiques, donc la transmutation d'un élément radioactif en non radioactif. Les pyramides aussi. Les pyramides, il y a eu des expériences qui ont permis de transmuter des déchets radioactifs, de réduire la radioactivité de moitié en 1 à 2 jours, que normalement ça prend des milliers d'années souvent pour beaucoup de ces déchets. Donc, il y a des phénomènes vraiment très bizarres, bizarres pour un rationnel, hein, mais il y a des phénomènes comme ça. Donc, c'est pas perdu non plus. C'est pas parce qu'il y a de la radioactivité que c'est aussi la grosse catastrophe, on va tous mourir. Non, non, on peut tout à fait survivre et même bien vivre s'il n'y a pas trop de radioactivité, avec des bonnes techniques et des bonnes pratiques de vie et énergétiques. Hein. Mais si on ne connaît pas tout ça, ah ben alors là, c'est sûr, c'est la catastrophe. Pourquoi je dis ça? Parce que ça rejoint les travaux de Lakowski. Lakowski, il avait commencé avec les circuits Lakowski, hein, donc c'est les cercles en cuivre ouverts qui font un effet antenne et qui stimulent la vitalité de toutes les plantes à l'intérieur. Ou, par exemple, nous, si on met autour comme ceinture ou comme bracelet ou collier, ça agit sur tout notre corps. Bah, après, il a fait des appareils électroniques de soins où il arrivait à soigner des patients qui atteints de ce cancer, qui avaient subi des chimios ou des radiations. Et donc, les radiations, ça veut dire des gens qui ont subi des matériaux radioactifs, les radiations des matériaux radioactifs, et qui subissaient les conséquences sur leur santé de tout ça. Ça a un tas d'effets secondaires, et parfois ils meurent des conséquences de ces radiations.
perte de vitalité, cancer qui se développe à cause de la radiation, justement, etc., etc. Ah, c'est un peu le comble, hein. Ils font des traitements contre le cancer avec des radiations qui causent des cancers, ou ils font des traitements euh, contre le cancer avec de la chimio, avec des produits toxiques qui causent le cancer. Donc c'est les médecins officiels ou la médecine officielle et marche complètement sur la tête. Et mais voilà. Mais ce qui est intéressant dans les recherches de Lakowski, c'est que donc lui, il recevait les patients que les autres médecins n'arrivaient plus à soigner, que leur technique de radiation chimio ne donnait plus aucun résultat, et alors ils envoyaient à Lakowski. Et Lakowski donc devait traiter ces patients qui avaient déjà leur maladie de départ, leur cancer, plus tous les effets secondaires désastreux sur leur santé, des radiations ou de la chimio. Et alors, il arrivait, à plus de 90% des cas, à les guérir complètement avec son appareil. Et donc, ce qui est intéressant dans ça, avec des séances de 20 minutes par jour pendant 1 ou 2 semaines, hein, donc c'est vraiment pas énorme comme traitement. Et ce qui est intéressant à ça, c'est pas autant qu'il a soigné ses patients du cancer, mais il les a soignés des effets secondaires des radiations. C'est, quand moi j'ai lu ça, ça m'a fait tilt, ça. Je me dis, mais là, il y a une solution pour soigner les maladies dues aux radiations. Et donc, et ça va plus loin, c'est qu'il y a un autre chercheur grec qui a travaillé sur les travaux de Lakowski aussi et qui a aussi développé des appareils électroniques de soins. Et lui, il a découvert vraiment que ça stimule les transmutations naturelles. Donc, par exemple, le potassium se transmute en sodium, par exemple, ou où le carbone peut se transmuter en azote, par exemple, et des choses comme ça. Donc c'est très avec ces énergies radiantes mais positives de ces appareils. Donc c'est aussi des sortes de radiations, mais c'est des radiations, on va dire, énergétiquement positives qui font du bien à la santé, à la vie, parce que toute la vie est aussi radiation. Et pour faire simple, hein, et et donc, ça va contrecarrer ces radiations qui détériorent la vie de la radioactivité, vous voyez? Donc là, c'est, on va dire, des radiations positives, constructives, et la radioactivité, c'est des radiations qui proviennent de fission, qui proviennent de la destruction. Et, et, euh, et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces techniques de Lakowski, ben, il arrivait carrément à guérir ces patients qui avaient subi des radiations énormes. Et donc là, ça c'est une piste, hein. Ça va tout à fait dans le sens que s'il y a des catastrophes comme ça au niveau Tchernobyl et tout, bah, que là, l'électroculture, encore une fois, peut aider énormément. Ah, l'électroculture, c'est un grand mot qui englobe ces techniques de Lakowski, de Justin Christoflo, de Luigi Guina, de toutes ces techniques autour de l'énergétique, des radiations, de l'électromagnétisme et de l'influence sur la vie, les plantes, la fertilité des sols. Et donc, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on n'a même pas besoin de Tchernobyl pour avoir les effets nocifs des radiations, parce qu'il y a les radiations qu'on appelle 3G, 4G, 5G, hein, tout ce qui est ondes électromagnétiques. Ben, les effets sur la santé sont très similaires à des effets de radiation de produits radioactifs. Donc, c'est des effets sur la santé qui sont très similaires. Baisse de vitalité, confusion, affaiblissement général du corps, cancer, tout ça, c'est presque tous les mêmes symptômes. Donc vous voyez, et qu'on peut aussi traiter avec beaucoup les mêmes ou des solutions similaires, hein. Donc aussi toutes ces techniques de soins. Donc c'est très intéressant, il y a beaucoup de similitudes entre tout ça.
Et maintenant, si on va vers un changement de société, un changement de paradigme, maintenant, il faut vraiment tourner la page de toutes ces technologies de destruction pour rentrer dans une ère de technologie de construction. Si maintenant il y a encore des technologies de destruction dans le prochain ère, c'est pas possible. Il faut maintenant arrêter ça. Il faut maintenant travailler qu'avec des technologies de construction. On peut mettre notre intelligence au service de la construction de la vie, de l'amplification, de la stimulation, de l'harmonie et pas tout ce qui va dans l'autre sens. On voit bien que là, notre société a tout fait à l'envers, là, a tout fait, pas tout, presque tout, et il faut tout revoir de A à Z. Hein. Voilà, voilà. Et je pense, j'ai eu un super témoignage d'un client qui m'appelle pour l'électroculture. Et il me dit comme ça, je vais vous dire. Je vais clôturer avec ça, je pense. Je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, mais si vous vous reconnaissez, dites-le. Mais il me disait, ce monsieur, voilà, juste avant le confinement, à mon travail, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et maintenant, je veux me consacrer à 100% à ma famille et au jardin et à la nature et voilà. Alors moi j'ai dit bah ça c'est vraiment le témoignage le plus beau qu'on peut avoir hein, de, du changement de paradigme, vous voyez. Maintenant c'est l'occasion de couper avec l'ancien monde et plus jamais l'ancien monde. Hein. C'est l'occasion et maintenant il faut foncer dans un nouveau monde où on veut, où on rend réalisable tout ce qu'on rêvait qui est juste, et la justice, et plus d'injustice, qu'on vit ce qui est bien, qu'on réalise dans nos jardins, ce qui est bien, qu'on arrête d'utiliser des produits toxiques et qu'on utilise que des choses constructives et qu'on apprend l'un de l'autre, qu'on prenne du temps aussi de s'écouter, d'apprendre l'un de l'autre, qu'on prenne du temps aussi de s'occuper de sa famille, d'avoir du temps avec ses enfants, etc., etc. Donc c'est vraiment très important et je pense que là c'est une occasion rêvée pour beaucoup qui ont toujours rêvé de changer de vie, ben, faites-le maintenant. C'est maintenant vraiment l'occasion. Voilà. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Voilà, voilà. Bah, je vais un peu lire vos commentaires parce que j'en ai pas lu beaucoup. Je vois qu'il y en a il y en a beaucoup là. Ça me fait très plaisir. J'ai acheté des... Ah oui, par rapport au circuit Lakowski et l'eau, si vous avez même des grands volumes d'eau d'un mètre cube ou même plus, vous pouvez mettre un circuit Lakowski autour, donc c'est un fil de cuivre, hein, il peut être gros ou moins gros, ça n'a pas tellement d'importance. Vous mettez autour du volume d'eau, ça peut être même carré, ça fonctionne aussi. Ça ne doit pas être parfaitement rond comme ça, hein, ça peut être carré. Et ça, c'est un témoignage d'un gars qui cultivait des haricots hors sol avec de l'eau de pluie récupérée qui circulait. Et il avait une maladie qui s'appelle la maladie de la rouille. C'est une maladie fongique sur les haricots qui fait qu'ils deviennent comme rouges et ils moisissent. Et sur les feuilles et tout, hein, c'est comme de la rouille. Et alors, il a mis un circuit Lakowski autour de sa réserve d'eau qui faisait 1 mètre cube. Il a mis ce fil de cuivre et il dit, à partir de ce jour-là, toutes les nouvelles feuilles étaient bien vertes. Il n'y avait plus de signes de maladie sur les nouvelles feuilles et tous les nouveaux haricots pareil. Donc, c'est comme si ça avait stoppé net la maladie. Très intéressant ça. Hein?